Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Alain Altinoglou qui vient nous présenter son nouvel album dédié à César Franck. Bonjour Alain. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous êtes né à Paris dans une famille arménienne, arrivé en France en 1971. Vous avez étudié au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Vous y êtes depuis 2014 professeur de la classe de direction d'orchestre. En 2016, vous êtes nommé directeur musical du Théâtre de la Monnaie. Parmi les productions d'opéra que vous y dirigez, citons des Rosenkavalier de Strauss, les contes d'Hoffmann d'Offenbach, ainsi que la première mondiale de Macbeth Underworld de Pascal Dussapin. Pour la saison 2021-2022, vous êtes nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort. En 2022, vous êtes également nommé directeur artistique du Festival international de Colmar. En tant que chef invité, vous dirigez régulièrement les orchestres philharmoniques de Vienne et Berlin, l'orchestre de la radio bavaroise, les orchestres de Cleveland et Philadelphie, le Royal Concertgebouw Orchestra, l'Orchestre national de Russie, le Philharmonia de Londres, ainsi que les principaux orchestres parisiens. Vous produisez depuis plusieurs années dans les plus grands théâtres lyriques comme le Metropolitan Opera de New York, le Royal Opera House de Covent Garden à Londres, à l'Opéra d'État de Vienne, à ceux de Zurich, de Buenos Aires, de Berlin. Vous êtes également invité au Festival de Salzbourg, Bayreuth, au Corrégie d'Orange ou à Aix-en-Provence. Vous avez dirigé l'Orchestre national de France lors du concert annuel du 14 juillet, retransmis à la télévision à des millions de téléspectateurs à travers le monde. D'après le numéro du magazine Vanity Fair de décembre 2014, vous faites partie des 50 Français les plus influents dans le monde. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant l'Allegro Vivacissimo du concerto pour violon en ré majeur opus 35 de Piotr Ilyich Tchaïkovski dans l'interprétation de Satanik Kourdoyan. L'Orchestre symphonique de la Monnaie est placé sous la direction de notre invité Alain Altinoglou.
l'Allegro vivacissimo du concerto pour violon en ré majeur opus 35 de Piotr Ilyich Tchaïkovski dans l'interprétation de Saténik Kourdoyan. L'orchestre symphonique de la Monnaie est placé sous la direction de notre invité Alain Altinoglou. Il s'agit d'une parution du label Fuga Libera. Alors dites-nous Alain, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui, alors ma mère était pianiste, donc j'ai grandi en entendant les cours de piano à la maison. Ma maman est décédée, j'étais assez jeune, j'avais 12 ans, et donc c'est resté toujours un peu, quelque chose de très fort pour moi, c'est-à-dire ce lien avec ma mère, et puis la musique a continué, ça a grandi. J'ai un père qui était prof de maths, donc c'était les deux choses qui m'intéressaient en fait. Alors voilà, et les maths et la musique, et puis finalement voilà, c'est la musique qui l'a emporté dans ma vie. Et c'est elle qui vous a donné vos premiers cours de piano? Absolument, absolument. Quand j'ai appris à lire les notes de musique, j'avais, je sais pas, 4 ans, 5 ans, avant de savoir lire les lettres de l'alphabet, en fait. Donc, Ah c'est oui. mon premier langage, c'est de lire les notes. C'est comme ça que j'ai appris à lire les lettres. Et ses parents, elles, étaient également musiciens? Alors, mon grand-père était violoniste un peu amateur, mais vous savez, chez les Arméniens, la musique ferait vraiment partie vraiment de la culture. Alors, bien sûr, beaucoup la musique arménienne traditionnelle, parce qu'on fait ça pendant les mariages et tout ça, enfin, tout ça, et puis la messe et tout ça. Mais la musique classique était aussi très, très importante. Et ma mère avait étudié, elle, avec un pianiste allemand qui avait étudié lui-même avec un élève de Franz Liszt qui avait émigré en Oh. Turquie. Et donc, il y a une filiation un peu austro-hongroise du piano. Donc, j'ai plutôt appris le piano style un peu plutôt allemand que français Ah quand oui. j'étais petit. Puis après, évidemment, comme j'ai étudié au Conservatoire de Paris, voilà. Mais ma grand-mère chantait toujours très juste. Voilà. Donc, la musique fait partie de la famille des deux côtés. Du côté de mon père aussi. Mon père, en fait, musicien amateur, il dirigeait la chorale de l'église. Donc, voilà, la musique fait partie vraiment dans la famille, quoi. Alors aujourd'hui, c'est vous qui enseignez, donc vous êtes professeur dans la classe de direction d'orchestre. Quel est le message principal que vous cherchez à transmettre à vos étudiants? Ah, mes étudiants, alors il y a des messages un peu généraux, puis des choses plus techniques. Généralement, c'est d'être eux-mêmes. Ça, c'est très important parce que souvent, quand je les vois arriver, dans ma classe, ils ont entre 20, 25 ans, et souvent, ils sont encore à un moment d'imitation d'autres chefs d'orchestre, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on regarde, on est comme des éponges. Et le plus difficile, c'est d'être soi-même, c'est-à-dire d'exprimer vraiment les sentiments les plus profonds qui viennent de nous, tout en étant interprète d'un compositeur. Et tout ça, évidemment, doit se faire par des moyens techniques qui sont extrêmement compliqués, élaborés. Donc ça, c'est tout le travail qu'ils font pendant 5 ans. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il faut être toujours respectueux, non seulement des musiciens, de l'orchestre qu'on dirige, mais du compositeur. Nous, on est un médium, en fait. Le chef d'orchestre est un médium entre le compositeur et le public qui, lui, pour la majeure partie du public, en tout cas, ne peut pas entendre une partition dans sa tête en la regardant. De moins en moins, j'ai l'impression en plus. Donc, nous, on est là vraiment pour respecter les souhaits du compositeur. Et là, on arrive à un problème un peu plus compliqué, parce que quand un compositeur au 19e siècle dit je voudrais quelque chose de, comme vous avez dit tout à l'heure, le Vivacissimo du concerto de Tchaïkovski, mais est-ce que le Vivacissimo du 19e siècle, c'est la même chose que le Vivacissimo d'aujourd'hui? Est-ce que le compositeur l'aurait fait au même tempo? Est-ce qu'il l'aurait fait plus vite, moins vite, pour exprimer le même sentiment? Donc, c'est tout ça qui est complexe dans l'interprétation de la direction d'orchestre. Oui, l'objectivité n'existe pas. Absolument. Alors, je vous propose de poursuivre en vous écoutant le Kaddish de Maurice Ravel. Notre invité, Alain Altinoglou, accompagne la mezzo-soprano Nora Kubish.
Le Kaddish de Maurice Ravel, notre invité Alain Altinoglu accompagnait la mezzo-soprano Nora Gubic. Alors Alain, comment est née votre passion pour la voix humaine? Eh ben, avec Nora Gubic. Ok. En fait, donc Nora, c'est ma femme, on vit ensemble depuis 25 ans. Et en fait, quand j'ai rencontré Nora, j'avais 12 ans. Et elle était au conservatoire de Saint-Maur comme moi. Et on était tous les deux prétendants pour rentrer au conservatoire de Paris, le fameux conservatoire de Paris. Et puis un jour, elle me dit ça y est, je suis rentré au conservatoire de Paris. Je dis quoi? Tu es rentré au conservatoire? Alors, presque avec une pointe de jalousie de pianiste, parce qu'elle était pianiste. Je dis rentré dans la classe de quel professeur de piano? Il dit ah non, non, je ne suis pas rentré en piano, je suis rentré en chant. Je dis, ah bon, du chant, c'est quoi? Et elle me dit, bah viens. Donc on allait dans une salle, bah là je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Et elle me dit, bah voilà. Et puis elle me donne une mélodie de Schumann, l'air de La Banera de Carmen, tu vois, que j'apprenais. Et là, la voix, c'est très impressionnant, comme ça je suis très impressionné. Donc c'est Nora qui me fait vraiment découvrir. Vous ne l'aviez jamais entendu chanter Non, auparavant? non, je savais même pas qu'elle chantait en fait. Pour moi, c'était une pianiste, voilà, une collègue pianiste qui était juste notre professeur que la mienne. Et voilà. Et dans ma famille, c'était plutôt le piano, la musique de chambre, des choses comme ça. Mais la voix faisait pas partie de la culture d'opéra, je veux dire. Et donc voilà, c'est comme ça que je découvre la voix et que de fil en aiguille, je me retrouve à être accompagnateur de chanteurs, à faire des classes spécifiques au Concert de Paris pour accompagner les chanteurs, d'être chef de chant. Et voilà, et je me retrouve à l'opéra. Alors Par vous êtes Nora. directeur musical de l'Opéra de la Monnaie depuis 2016. Alors quelles sont les qualités nécessaires pour mener à bien une mission d'une telle ampleur? Comme vous dites, en fait, c'est une mission, je dirais pas sacerdoce, mais c'est vraiment... Quand j'ai accepté le poste ici à Bruxelles, j'ai vraiment dit à mon agent que je voulais annuler tous les autres contrats que j'avais en opéra, parce que je pense que c'est très important en tant que directeur musical de vraiment d'accorder le maximum de son temps à la maison d'Anthony Directeur, parce que de l'extérieur, on pourrait penser qu'il ne s'agit que de diriger les répétitions et les concerts et les représentations d'opéra, mais il y a tellement d'autres choses à s'occuper, parce que un orchestre, c'est des êtres humains et chacun a des soucis qu'il faut régler, il y a les contrats, enfin plein de choses, je vous passe les détails, mais c'est beaucoup de temps, d'énergie, et qui me sont rendus avec une grande énergie positive, parce que quand le résultat artistique est là, c'est-à-dire que l'orchestre joue magnifiquement, que notre public est très heureux, évidemment ça nous remplit de joie et d'enthousiasme, donc toute l'énergie que j'y mets m'est rendue au centuple. Et voilà, je pense que le directeur musical doit s'atteler, en tout cas musicalement, à essayer de faire tous les répertoires. Alors je fais pas le baroque très ancien, Renaissance, parce que c'est pas notre spécialité, mais en tout cas du fin 18e jusqu'à aujourd'hui, et d'essayer de balayer tout le répertoire possible pour que l'orchestre ait les outils et les armes pour le jouer quand il y a des chefs invités qui viennent. Alors dites-moi, pour l'instant vous êtes en train de préparer Eugène Onegin de Tchaïkovski. Absolument. Combien de temps prend la préparation d'un Alors, tel spectacle? d'un opéra, très classiquement, un opéra, en gros, entre la première répétition avec les chanteurs et la première de l'opéra, quand le public vient, il y a environ 6 semaines. Les 4 premières semaines sont consacrées aux chanteurs avec le piano, que le piano qui accompagne les chanteurs. Et là, c'est vraiment le metteur en scène qui met en place sa mise en scène avec les chanteurs. Et puis ensuite, moi, de mon côté, je fais travailler l'orchestre tout seul. Ça, c'est 4-5 répétitions avec l'orchestre pour que l'orchestre lise. Et puis ensuite, on a les répétitions des chanteurs, l'orchestre et la mise en scène. Et ça prend une petite semaine. Donc, on arrive à 6 semaines pour arriver à la première. Alors, il y a beaucoup de débats autour des mises en scène. Vous est-il déjà arrivé d'être en désaccord avec un metteur en scène? Bien sûr, alors ça c'est très connu, il y a des grandes légendes, de grands conflits entre metteurs en scène et chefs d'orchestre. Oui, bien sûr, j'ai eu des conflits, alors j'essaie toujours de les régler les plus à l'amiable possible. Il y a plein de styles de metteurs en scène qui existent. Il y a ceux pour qui la musique n'a pas d'importance. Ça, c'est très compliqué parce qu'ils vont essayer de coller une idée qui sont faites sur la musique. Et qui n'a rien à voir qui n'a avec la rien à trame. voir. Oui. Moi, ça me dérange absolument pas les transpositions temporelles. Que bon, c'est une histoire du 18e, on la représente au 20e. Ce qui me dérange plus, c'est vraiment les trahisons du texte. Quand j'ai fait, je sais pas, parfois vous faites une Carmen où c'est pas Carmen qui meurt, mais c'est pas Don José qui tue Carmen, c'est pas Carmen qui meurt, c'est Don José, oui. le contraire, ou Traviata qui meurt pas. Enfin, c'est tellement aller en vente, ou même les rapports entre personnages qui normalement s'aiment, et puis un metteur en scène dit ben en fait, je pense qu'ils se détestent. Donc là, on fait une sorte de psycho, de truc C'est de un peu comptoir. gratuit, non? Voilà, gratuit. Oui. Donc pour moi, c'est un peu trahir l'esprit, mais la transposition ne me dérange pas. Et puis après, on a un autre souci aussi, c'est technique en fait. Il y a aussi des metteurs en scène qui ne comprennent pas non plus que
lorsqu'un compositeur du 19e siècle a écrit son opéra, il l'a écrit pour la façon dont ça se faisait à l'époque. À l'époque, les chanteurs étaient devant la scène, ils se mettaient la main sur le cœur pour dire « je t'aime », et ils levaient l'autre main, ils étaient devant, donc on n'avait pas de problème de balance spécifique avec l'orchestre à régler. Il y avait des décors derrière comme ça. Mais aujourd'hui, parfois, on met le chanteur tout au fond, de dos, qui doit chanter la tête en bas, et du coup, on n'entend pas le chanteur, et du coup, on va dire « ah bah l'orchestre est trop fort ». Oui, mais enfin, l'orchestre est moins fort si le chanteur n'était pas au fond, la tête en bas et à l'envers. Et les décors, c'est pareil, c'est-à-dire que aussi, il y a des metteurs en scène qui créent des décors vraiment spécifiques pour l'opéra, soit avec du matériel au sol qui va renvoyer le son. Et ça, le public le sait pas, mais par contre, c'est un metteur en scène qui s'en fiche. Il va dire, bon, on va mettre de la terre par terre, tout ça. Mais bon, et toutes ces choses-là sont très techniques, mais montrent l'intérêt qu'a le metteur en scène pour les chanteurs, pour les voix. Et ça, c'est très important pour moi, évidemment. Donc, j'ai eu votre mot à dire sur... Bien sûr, bien sûr. Alors là, je vous ai parlé des 6 semaines, mais tout ça se passe très, très en amont. Il se passe même, je dirais, 3-4 ans entre la première idée de faire un opéra et le moment où on se réalise, parce qu'il faut évidemment mettre en contact le chef, le metteur en scène, trouver les chanteurs, demander au décorateur de faire une première maquette. La maquette doit être acceptée par le directeur technique. Si on a une coproduction avec d'autres théâtres aussi, c'est important. Est-ce que le décor qui rentre chez nous, est-ce qu'il va rentrer ailleurs ou il va être trop petit, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et bien sûr, on parle de tout ça avec le metteur en scène en amont. Oui, j'ai l'impression qu'être missionnaire en Afrique est plus facile. Ah non, ça, je sais pas, j'ai pas été en Afrique, mais en tout cas, oui, c'est du travail. Oui. Alors, vous avez le talent de réhabiliter des œuvres oubliées du public. On pense aux Fiesques de Lalo, Thérèse de Massenet, les Hauts de Hurlevent de Bernard Herrmann ou le Serment d'Alexandre Talsmann. Est-ce que c'est une mission pour vous de réhabiliter ? Oui, je crois que c'est très important. Et encore, là, vous avez cité des œuvres de compositeurs morts. Il y a aussi tous les compositeurs vivants. C'est très important. Oui, vous l'aviez dit tout à l'heure en parlant du sapin. Je crois que c'est notre mission de faire découvrir au public des musiques qu'il ne connaît pas encore ou refaire redécouvrir en tout cas. Et alors pour les créations mondiales, c'est encore autre chose parce que là, personne ne connaît et là, c'est nouveau. Mais je crois que c'est parce que c'est très compliqué. Vous savez, en ce moment, surtout après le Covid, les salles se sont vidées et évidemment, pour vendre les billets, c'est beaucoup plus facile de mettre la 5e de Beethoven et le Boléro de Ravel parce qu'évidemment, on veut remplir les salles. Mais je pense que de temps en temps, de mettre un petit peu de choses comme ça, c'est aussi ouvrir l'esprit aux gens et il ne faut pas avoir peur, je crois. Je sens beaucoup en ce moment de réticence, de peur. Ah, si on programme ça, personne ne va venir. Mais je crois que c'est très important de continuer à le faire, en tout cas. Et vous aimez collaborer avec des compositeurs vivants ? Bien sûr, bien sûr. Et ça m'a appris beaucoup en travaillant avec des vivants sur les morts. Ça, c'est très intéressant. Oui, parce que quand on est devant une partition de génie, voilà, comme Mozart, Beethoven et tout ça, et puis on a presque un peu peur. On se dit, oh là là, c'est comme regarder la Joconde. On se dit, tiens, il ne faut pas approcher trop. Parce que, voilà. Et puis, dès qu'on travaille avec des compositeurs vivants, on se rend compte que finalement... on dit ah bah tiens là t'as écrit une noire avec 2 points, il y a une croche qui et dit non mais attends, là ce que je veux c'est que ça soit joyeux. Alors et en fait finalement en parlant à beaucoup de compositeurs, ils parlent plus en termes d'émotion et de ce qu'ils veulent dégager qu'en termes techniques de longueur de notes. Enfin, et aussi ça existe, je veux dire. Mais du coup ça nous dit aussi que les morts sont flexibles, mais les morts étaient donc flexibles aussi. Oui. Et donc eux aussi étaient plus pour ça. Et donc ça m'a permis de voir autrement la musique du 17e, du 18e et du 19e. Ouais. Alors je vous propose de découvrir à présent l'Allegro non troppo de la symphonie en ré mineur de César Franck. Donc notre invité, Alain Altinoglou, est à la tête de l'orchestre de la radio de Francfort.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, l'Allegro non troppo de la symphonie en ré mineur de César Franck. Notre invité, Alain Altinoglou, dirigeait l'orchestre de la radio de Francfort, une nouveauté du label Alpha. Alors, Alain, vous venez d'être nommé donc directeur musical de l'orchestre de la radio de Francfort et vous consacrez donc votre premier album à César Franck. Pourquoi ce choix? En fait, ça s'est fait pendant la période Covid, quand tous les concerts ont été annulés il y a 2 ans et 1 an. À Francfort, il y a cette chose extraordinaire que c'est une maison de radio et de télévision et tout est sur place. Il y a un studio, voilà. Et donc on a fait des concerts sans public, mais qui étaient diffusés sur Internet et qui étaient enregistrés. Et c'était un moment où François Dru et Pierre-Jean Tribault avaient fait des nouvelles éditions de musique de César Franck, qui sont aussi sur ce disque. Et donc, c'était l'occasion de les jouer et d'entendre comme ça. Et donc, on a fait un concert Franck qui a été enregistré à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un disque. Mais avec Alpha et Didier Martin, qui est donc chez Alpha, on a vraiment des projets à long terme avec la radio de Francfort. Et en fait, on a fait plusieurs disques. Et celui-là est sorti avant les autres. Il ne devait pas sortir avant les autres, en fait. Mais il est sorti parce que c'était le bicentenaire de l'anniversaire de César Franck. C'est pour ça qu'il est sorti là. Mais d'autres qui devaient sortir avant vont sortir après, en fait. Mais voilà. Alors, on a hâte de les écouter. Alors, Alain, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de faire découvrir à nos éditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre? Eh bien, puisqu'on fait Eugène Onegin en ce moment à la Monnaie, il y a un air célèbre et qui est très touchant, qui est magnifique, qui est l'air chanté par Lenski, le ténor, Kouda, Kouda, et qui est... il va se battre en duel contre son ami Onegin, et c'est juste avant ce duel, et c'est un air magnifique. Alors, on l'écoute maintenant. Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон, подоли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она. Все благо бдения и сна, приходит час определенный, благословенный день забот, благословен и тьмы блеснется утро луч денницы, и заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленная лето.
Скажи, придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать, он меня любил. Он мне единой посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил, тебе единой посвятил рассвет печальной жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди. Я жду тебя, желанный друг. Приди, приди, я твой супруг. Куда вы удалились, весны моей, весны моей золотые дни. Alors nous venons d'écouter l'air de Lenski tiré de Eugène Onegin. Il s'agissait du choix de notre invité Alain Altinoglou. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Alain d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.